Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est l'un des visages forts du ski français, de vitesse. Skieur alpin, il évolue au plus haut niveau entre adrénaline, technique et gestion permanente de la pression. Enfant de la Côte d'Azur, il vit sa discipline à toute allure, avec en ligne de mire une sélection pour les Jeux Olympiques d'hiver 2026. Bonjour Mathieu Bellé. Bonjour. Je dis que tu vis ton sport à toute allure. Est-ce que tout de suite, quand tu sens que tu aimes le ski, est-ce que tu te dis je vais faire de la vitesse ? C'est un petit peu plus compliqué ça. Pour démarrer, pour la petite anecdote, pour démarrer sur quelque chose de tout de suite sympa, toute ma famille a tout de suite adoré le ski. Mon père l'a découvert très tard, mais ma sœur qui a commencé le ski dès l'âge de 2-3 ans, dès qu'on peut marcher, on tient sur 2 skis finalement. Elle commente d'ailleurs. Hein ? Elle commente, exactement. Hein ? Ouais. Et en fait, il s'avère qu'ils m'ont mis sur les skis, pareil, dès que j'ai su marcher, et que j'ai détesté ça. C'est vrai ? J'ai détesté ça. Alors, je ne vais pas faire comme si je m'en rappelais. C'est plus des... C'est eux qui t'ont raconté ? Exactement. Mais à l'âge de 2, 3, 4 ans, ils ont dû un peu me forcer. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont même laissé chez la gardienne de l'hôtel. Et après, finalement, c'est que quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir commencer en ski club, et donc d'avoir un lien avec les copains. Et moi, mon premier souvenir, c'est vraiment vers l'âge de 7-8 ans, où finalement, mes parents m'emmenaient au ski le matin, au club, à 8h30 par là. 20 € pour le sandwich du midi, des bonbons, de la crème de marron. Et puis finalement, après, on partait simplement, à l'époque, faire des bêtises sur les pistes avec les copains. C'était ça le ski à cette époque. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas tout le sérieux, toute la rigueur et l'engagement de la descente. Par contre, j'ai tout de suite pris goût à la compétition, à gagner une petite coupe, à vouloir être le meilleur. Et puis après, c'est un petit peu plus tard, on reviendra dessus, que là, finalement, les choses se sont fait plutôt très naturellement pour moi, en décidant de faire plus du super G de la descente que des disciplines de technique. Pourquoi d'ailleurs plus du super G de la descente ? Parce que, alors moi qui suis une skieuse du dimanche, j'ai l'impression que la vitesse c'est plus facile, c'est vrai ou pas ? Pas du tout. Ah, tu vois ? Je savais tout. bien que j'avais une mauvaise perception des choses. Qu'est-ce que tu entends par plus facile en fait ? J'ai l'impression que j'arrive mieux à choisir mes trajectoires quand je vais plus vite. Ok, mais c'est quoi plus vite pour toi ? Ah oui, c'est ça. C'est là qu'est toute la différence. C'est ça. C'est ça, parce que en fait, l'autre jour, j'étais en bas à Val d'Isère et je regardais les slalomeurs descendre et ça va à une vitesse dingue aussi. Ça, en fait, c'est le rapport entre la distance des piquets qu'ils ont entre les portes. Mais sinon, en vitesse factuelle, ils ne sont pas si vite que ça. Tu vas aussi vite qu'eux, en réalité. Ouais. C'est juste que je suis moins agile. Ouais. Ah bah oui, ça je peux te pas garantir. Mais si tu veux, c'est un peu comme en voiture à 130 ou même si on n'a pas le droit et que tu vas quand même à 150 km/h, tu as l'impression d'aller vite. Ouais. Et pourtant, si tu compares à la Formule 1, tu vas à 2 à l'heure. Si tu veux, en ski, la descente, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, quand toi, tu vas être à 70, 80, tu vas avoir l'impression les skis vibrent. Oh, tu as fait un coup de folie dans la journée. C'est ça. Puis, et puis il y a un mouvement de terrain et j'ai l'impression de m'écraser complètement. Exactement, alors que nous, finalement, quand on a des vitesses de 120 km/h, c'est à peu près normal. C'est vrai. On commence à se dire, là, il faut que je fasse vraiment attention au-dessus des 120. Et les pointes de vitesse, aujourd'hui, on essaye de les maintenir sous les 155. Ouais. Donc, à ce moment-là, le champ de vision se réduit, les sensations changent complètement, la posture également, puisque les frottements sont beaucoup plus importants. Donc, plus simple, je pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus dur à comprendre parce que c'est beaucoup plus épuré par rapport à des disciplines de slalom et de géant. Après, la dimension qu'il y a en fait dans la discipline de descente, notamment, c'est que c'est un sport extrême. C'est-à-dire que la dimension du sport extrême par rapport à un sport simplement professionnel, c'est qu'avant d'essayer de gagner, il faut d'abord y arriver. Il faut être en bas, quoi. Exactement, il faut être en bas. Nous, il faut, entre guillemets, survivre. Oui, il faut être en bas déjà. Ouais, mais c'est ça, il faut survivre à la piste. Quand, par exemple, à Val Gardena, il y a un passage de pic qui s'appelle le Camel. Tu sautes d'une bosse pour atterrir dans la deuxième. Tu la doubles ou tu la doubles pas ? Celle-là, tu es obligé de la doubler. Tu es obligé ? Il y a 40 mètres. Oui, c'est vrai.
Donc ça veut dire que tu peux pas, je freine et je passe comme. Ben, ça marche pas. Non. Donc en fait, il y a cette dimension en descente et dans les disciplines de vitesse, Mm. ce côté sport extrême qui pour moi dépasse l'idée, le feeling classique et le stress un petit peu habituel de n'importe quel autre sport. Oui, parce que en fait, là, je parlais de Val d'Isère, quand on est au bas de la piste, par rapport à quand on la voit à la télé, on se rend compte de la pente Ouais. qui est quand même. Et en plus, vous skiez sur un revêtement qui a été mouillé, qui est plus dur. Enfin, il y a toujours une petite pellicule qui accroche au départ, mais enfin, ça glisse beaucoup, quoi. Pour un skieur du dimanche, vous skiez sur de la glace. Bah, pour Enfin, répondre très simplement, toutes les personnes qui connaissaient le ski ou qui connaissaient pas le ski, plus ou moins amateurs, passionnés, tous ceux qui sont venus voir une course de vitesse sur place sont tous devenus fans. Parce qu'il y a, comme tu l'as Ouais. très bien dit, on se rend compte de la pente, on se rend compte de la vitesse. Dans les disciplines de vitesse, il y a le son aussi que moi j'entends quasiment jamais parce que je suis jamais sur le bord de la piste. Mais le peu de fois où j'y suis, c'est Ouais. incroyable le son en fait que génère un skieur à cette vitesse. Et Et finalement, on puis, se rend compte de tous les il y détails. a vous, hein, parce que vous dites des choses. Enfin, là, c'est un truc que je me suis rendu compte. Vous criez, vous dites des trucs. Enfin, pas tous, mais il y a un skieur qui passe à côté de toi en descente. Il dit un truc, soit ouf, soit il crie, soit il se pousse. Enfin, mais c'est pas un sport de silencieux. Hein. C'est pas un sport de. Il y a quand même de l'expression, quoi. Ben, on joue littéralement avec notre vie, avec notre corps. Et bien sûr qu'il y a des émotions qui sont décuplées. Et donc, il y a, forcément, dans le sport, on les exprime. Ouais. Et donc, quand tu es sur place, tu les ressens. C'est ça. Il y a même parfois quand il n'y a pas de cri, il n'y a rien, on entend. Ça Non, mais il y m'a a une surpris. atmosphère. Il y a une Et puis on atmosphère. entend la respiration du skieur qui passe, on l'entend. Et pourtant vous passez à 120, tu le disais tout à l'heure, mais on entend quand même le type qui vit sur ses planches. Il y a plein de choses. C'est pour ça que les gens adorent dans les sports collectifs les images dans les vestiaires. Ouais. C'est pour ça que quand on est au bord d'un stade, on vit plus que quand on est devant notre télé. C'est parce que il y a cette atmosphère, il y a ces respirations, il y a ces contacts, Ouais. il y a cet engagement. Ça crée vraiment l'atmosphère autour de la compétition. Et c'est pour ça qu'il y a autant de fans de sport. Bon, le ski, c'est un sport très très populaire. On en parlait juste avant de commencer. C'est quand même l'un des sports du dimanche les plus pratiqués par monsieur, madame, tout le monde qui En hiver. passait en hiver, qui passait ses vacances. Pour eux, il y a des gens qui partent au ski en été aussi. Hein. Tu vois, au Chili. Ou, Complètement. voilà, il y a des gens qui font des expériences avec ça. Hein. Et pourtant, on a l'impression quand même que c'est pas le même sport. Hein. C'est-à-dire que moi, sur mes planches, même si elles sont toutes neuves, bien dures, machin, je pense pas que je fais le même sport que toi. Le meilleur parallèle que j'ai tendance à prendre, c'est les sports automobiles. Ouais. Vous pouvez essayer de faire un peu du rallye, vous pouvez faire un peu du Mm. test driving avec certaines marques de voitures, mais vous ferez jamais de la Formule 1. En fait, on peut qu'essayer de l'imaginer, on peut qu'essayer de s'en faire une idée, mais vous en approcherez jamais. Et nous, Ouais. en descente, c'est la Formule 1 du ski alpin au final. Donc, je pense que le parallèle, il est très bon. C'est l'image, c'est le côté le plus extrême de ce sport. Et de quoi tu es le plus fier, en fait? D'aller vite, de faire un sport extrême, d'aller au bout de ce que tu as envie de faire? C'est quoi? Parce que c'est un vrai défi, quand même. Être en haut, je sais pas moi, à Wengen notamment, à la descente de Wengen. Moi, j'ai skié à Wengen, j'ai skié sur le mur. Il m'a fallu, je sais pas combien pour le descendre d'ailleurs. La première fois, quand j'arrive là, en haut du mur, j'ai du mal à m'engager. Hein. De quoi on est le plus fier, en fait, quand on fait ce sport? C'est une question pas facile parce que le côté fierté, pour moi, est pas encore complètement atteint. Toi, tu veux gagner, ça se sent. Surtout où j'en suis aujourd'hui dans ma carrière, j'ai un peu tout vécu. J'ai vécu des super moments, champion du monde junior, podium en Coupe du Monde, j'ai vécu des championnats du monde, des Jeux Olympiques, avec des intermédiaires de malades, donc avec la possibilité d'y croire. Et finalement, il y a eu aussi des moments de grosse déception, où j'ai raté des opportunités. Là, c'était un super G, là, il y a une semaine ou deux, hein, où jusqu'au 3e ou 4e intermédiaire, t'es dans la course. Jusqu'au dernier intermédiaire, Ouais, je joue avec c'est le ça. meilleur. C'est ça. Exactement. En fait, C'était sur où? cette journée, c'est la loi du ski alpin et du sport
et de certains sports aussi, c'est que j'ai fait 99% du boulot. Ouais. Et 1%, donc une petite erreur, a Ouais. fait que le résultat était 0 parce que je suis sorti de piste à Ah. 3 portes de la fin. Oui, enfin, là, tu sors, mais ce que je comprends, c'est que... Mais objectivement, 0. Ouais. Le résultat, il n'y a pas de Et il classement. n'y a pas de points. Financièrement, Il n'y a pas de points. il y a 0. Il n'y a pas de points. Il n'y a rien. Mm. Et ça, mentalement, faut le gérer. Ouais, c'est dur parce que en plus, ce que j'ai compris, c'est que ça influence l'ordre des dossards. Enfin, pas une seule fois, mais Si, il si, faut- même une seule fois, ça influence tout. et ouais. Ça influence. Et Ça- quand tu pars pas au début, ça dépend les pistes, c'est pas toujours les mêmes conditions, même en descente d'ailleurs. Hein. Complètement. C'est, Il y a un impact donc sur la liste de départ. Donc c'est l'ordre avec lequel on s'élance lors de nos compétitions. Et tu aimes partir en premier? en tout premier, pas forcément. Ouais, parce qu'on m'a dit que le 1 c'était dur. Alors ça dépend des disciplines et ça dépend des endroits en fait. On a un sport qui est extérieur Ouais. et ça c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Déjà par rapport à l'adaptation du matériel, pour essayer de chercher la meilleure performance. Un setting, un réglage matériel aujourd'hui sera peut-être pas le meilleur demain. Mm. Donc il y a vraiment une question d'adaptation. Et puis après, il y a aussi ce côté un petit peu chance, avec le vent, avec la visibilité, avec comment évolue la piste. Et en Ah fonction ouais, des c'est ça. disciplines. Parce qu'en Super G, c'est une manche sèche. Donc partir 1, c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas d'informations. Donc c'est vraiment lors de la reconnaissance de la piste et du parcours qu'il faut absolument imaginer et estimer la vitesse avec laquelle on va arriver à certains passages pour choisir une trajectoire. Ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'en Super G, il fallait toujours être beaucoup plus à la limite. On peut avoir des sensations complètement horribles en Super G et avoir fait une super manche, quoi. Enfin, complètement horrible, non, Ouais, pas exactement, vraiment. exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te sens vraiment à l'aise en Super G, c'est peut-être pas vraiment là où tu es le meilleur. Enfin, ça dépend. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Parce que du coup, ça sous-entend qu'il faut être presque pas bien pour finalement aller vite. Non, mais moi, je comprends ce que ça veut dire parce qu'il y a des moments en ski où j'ai vraiment l'impression que ça se joue à rien. Et pourtant, je skie le dimanche, quoi, tu vois. Mais ça se joue aujourd'hui, ça se joue tous les week-ends à rien. Aujourd'hui, les 30, je parle pour Ouais. le sport ski alpin homme, tous les week-ends, ça se joue à quelques centièmes, à quelques dixièmes. C'est rien du tout. Oui, ça aussi. Hein. Tu disais tout à l'heure, je fais un week-end à 0. Mais enfin, tu peux faire un week-end, alors tu fais 5e À Val Gardena, à sur la course d'avant, exactement. avec Val Gardena, et t'es pas loin. Hein. Ah, mais C'est-à-dire t'as qu'en rien. temps, T'as 4 dixièmes. voilà, 4 dixièmes de la victoire. 4 dixièmes, c'est-à-dire que dans la vie courante, si on essaye de reproduire 4 dixièmes, à l'œil nu, on le voit pratiquement pas. Ouais, Quoi. tu le vois pas. Et puis sur les skis, c'est un virage. En fait, Ouais, c'est ça. des fois, c'est C'est un une virage. demi-terrible Ouais, exactement. qui est pas... Du coup, c'est à double tranchant. C'est que tout est possible. À n'importe quel moment, c'est possible. Ouais. Et en même temps, ça peut très vite basculer du mauvais côté. Tu pouvais c'est ça. presque y être. Ma dernière course en est le plus beau des symboles. Ça jouait pour la victoire. Et finalement, ça passe à côté. Non, mais ça joue pas... ça joue pendant 4 intermédiaires. Je crois qu'il y en avait 5 Ouais, dans mais- la course. Non, mais ça joue sur 99% de la course. Ah. Il me restait 2 portes. Donc, Alors, moi, je veux pas remuer le couteau, mais je non, me y a dis... pas de problème. Il n'y a pas Je de me couteau. dis, sur cette course-là, Ouais. est-ce que tu sais le moment où tu fais l'erreur? On a eu le temps de l'analyser sous plusieurs aspects. Sur le côté spécifique ski, c'est quand même sur cette partie où il y a eu le plus d'erreurs et de sorties de piste de manière générale. Donc Ouais, il y en a beaucoup qui sont sortis. Exactement. Et des, je veux dire, et des dossards Non, mais forts. des gros cadors. Des cadors qui sont sortis. C'était un endroit, il y avait Ouais. 2 endroits qui posaient un petit peu problème. Un plus haut qui est passé extrêmement bien de mon côté. Ouais. Et cette partie-là qui finalement... Mais même Odermatt, à l'endroit où toi tu fais l'erreur, il le gère pas très bien. D'ailleurs, il perd la course là-dessus, je crois. Hein. Complètement, c'est vraiment l'endroit qui était un peu plus piégeux. Ouais. Et finalement, j'arrive sur cette zone très efficace et presque trop. Et du coup, j'ai voulu un peu en rajouter. Et ce qui fait que j'ai oublié que sur les 2 dernières portes, la distance était plus grande. Et finalement, j'ai gardé le même rythme, ça m'a fait plonger trop tôt. Et ça fait que j'ai mis la pleine tête dans la porte. Ce qui fait que ça m'a baissé le masque, baissé le casque, ça m'a fait relâcher l'appui. Et du coup, je suis sorti. Tu sais, quand t'entends dans l'air d'arrivée, Ah, voilà. tu dis la tête dans la porte. Bah parce que c'est aussi un peu un symbole, c'est-à-dire que ces derniers mois, on sait déjà la saison dernière que le ski est là, que ça skie très vite, qu'il y a des parties, il y a toujours des intermédiaires qui sont excellents.
mais ça emmenait pas la course jusqu'au bout. Il y avait toujours des problèmes, il y avait toujours une erreur, il y avait toujours des hésitations. Et du coup, j'ai attaqué à mettre d'autres choses en place pour cette saison, et notamment au niveau mental, psychologique. Et c'est pour ça que la tête dans la porte est un peu ce symbole de on voit que ça va mieux, on voit que je suis en train de revenir à mon meilleur niveau, et la vie met encore une petite embûche et me dit attends mec, il reste encore un peu de taf. Moi, je suis pas sûre que la vie te mette une petite embûche, si tu me permets, mais parce que là, quand je t'écoute, c'est toi qui dis j'ai voulu en rajouter un peu plus. Alors, est-ce que c'est un moment où tu parles de cet aspect mental, peut-être que justement, tu as senti que la confiance était là, quoi. Et c'est peut-être ce petit moment un peu moins de relâchement, peut-être un peu moins d'attention complète. Non, parce que je te dis que je vais en remettre, donc c'est pas un relâchement, c'est pas un moins. Ah, c'est plus. C'est plus. Ouais. Mais tu dis, je reviens à mon meilleur niveau. Ça veut dire que, est-ce que quand la blessure arrive et que tu te retrouves au point zéro, parce que le moment de la blessure, c'est le moment de la blessure, et après commence le parcours, quand même, pour revenir. Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu t'es dit... ce que j'arrive pas à mesurer, c'est à quel moment, par exemple, un basketteur, moi mon sport c'est le basket, un basketteur qui se blesse, même s'il revient pleine capacité de ses moyens physiques, il a un problème de rythme. Et donc pendant un certain moment, il n'est pas bon ou il est moins bon parce qu'il n'est pas dans le rythme. Et au basket, ça compte beaucoup, le rythme. Et j'ai du mal à me rendre compte si au ski, on glisse différemment quand on revient. Mais je pense que ça, c'est commun un petit peu à tous les sports, mais même dans la vie. En fait, quand il y a un gros accident, de manière générale, qui peut être que psychologique aussi. Dans le sport, c'est que souvent, ça part d'un accident physique. Mais en fait, on repart de tellement plus loin. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand, normalement, on termine la saison en avril, on se repose en mai, on rattaque en juin, pour faire simple. On rattaque, on est bien physiquement, on est frais mentalement, on est en forme, on a simplement un peu profité, donc il faut se remettre en route. Mais là, par exemple, de mon côté, quand je me suis fait mal en plein milieu de saison, j'étais en train de réapprendre à marcher au mois de février. Ouais. Oui, parce blessé au genou, et donc le point de départ, les blessures de ski, c'est des blessures orthopédiques tout de suite très, très graves. La moins grave, c'est un croisé antérieur. Oui. Ça, c'est le B à bas. Et moi, je l'ai eu et ça a été long, le croisé. Le problème de ces blessures, c'est qu'il y a des délais que tu peux pas, où tu peux pas aller plus vite. Et tu parlais du basket, parce qu'on arrive maintenant à aller encore plus vite. Mais il y a des délais physiologiques à l'intérieur qu'on peut pas accélérer. Donc on peut être en forme physiquement, je peux retrouver des cuisses énormes assez rapidement, mais finalement la ligamentisation de l'opération, elle prendra quand même des mois. Donc en NBA, les assureurs ont obligé, je sais plus, c'est 9 mois à 1 an, sans remonter sur le terrain de manière officielle. Ouais, c'est ça. C'est ce que disait Tyrese Haliburton. Là, il s'est fait le tendon d'Achille. Ça, et il disait, je pourrais revenir, mais je ne vais pas revenir parce qu'il me faut une saison entière sans jouer. C'est ça. Voilà. Nous, par exemple, le croisé, souvent, on dit, nous, les protocoles, c'est 6 mois pour remonter sur les skis. Et on dit, au bout de 9 mois, si tout se passe bien, si tout se passe bien, 9 mois pour le retour à la compétition. Mais la réalité du terrain, la réalité en tant qu'athlète qui l'ait vécu et qui est discuté avec des plus âgés qui m'ont complètement prévenu, c'est plus d'une saison. Donc tu reviens, 6 mois tu remontes sur les skis, 9 mois t'attaques, tu dis c'est bon, je suis prêt. Non, en fait t'es pas prêt. T'es pas prêt comme tu l'étais. Par contre, avec le temps, tu peux être encore meilleur. Alors oui, on dit toujours qu'on apprend dans une blessure, quel que soit le domaine, ou en tout cas dans un obstacle, une épreuve comme ça, on apprend. Est-ce que psychologiquement, tu penses que ça t'a fait franchir un cap? Je pense que ça va me faire franchir un cap. Je pense que physiquement, ça m'a apporté énormément, puisque j'ai appris encore plus sur mon corps. J'avais eu des problèmes avec le dos. Ouais. En fait, les accidents te forcent à évoluer. Si tu n'évolues pas, tu meurs. Quand je dis tu meurs, c'est dans le sport de haut niveau, c'est-à-dire tu n'atteins plus les résultats et donc on te met de côté. C'est la loi de la jungle, le sport de haut niveau, faut se rendre compte. C'est si tu n'évolues pas, que
tu t'adaptes pas aux problèmes rencontrés, donc tu trouves pas de solution, on te met de côté. C'est clair, net, précis, tout le monde est d'accord et tous ceux qui sont là, inconsciemment, on est OK avec ça. C'est vrai. Pourtant, vous êtes une équipe. Il devrait y avoir une Mais solidarité. mais il y a une solidarité parce qu'on est tous d'accord avec ça. Quand on est au départ d'une descente, on va prendre la plus célèbre, départ de Kitzbühel. Tu te mets au départ, il y a Quelle un descente silence, fantastique. il y a une atmosphère, il y a une tension. Je discutais à Val Gardena avec Johan Claret, donc qui était le grand-père. Le descendeur français. Exactement. L'image du ski français en descente pendant des années. Maintenant qu'il est devenu à côté, il observe et il me dit mais nous on se rend pas compte dans l'état dans lequel on se met. Moi maintenant je suis à côté, je le vois, et il me dit mais c'est hallucinant quand vous êtes dedans les gars, vous vous rendez pas compte. Et en même temps c'est normal avec ce qui nous attend, avec le danger qu'on va affronter, etc. Mais pour revenir, parce que c'est très important, la solidarité, on l'a pas parce que on a décidé d'être copains. On n'est pas là en plus à base parce qu'on a un groupe de potes qui arrivent et ils disent on va faire du ski. Non, on vient tous d'endroits différents, on a tous des vies différentes, on a tous des cultures différentes, on a tous des caractères différents. Et en plus, on veut tous gagner. Et donc, si l'autre gagne, moi, je gagne pas. Donc, il y a une rivalité constante. Par contre, pour moi, ce qui est primordial, et c'est ce qui fait le lien et la cohésion d'un groupe, c'est qu'il y a un respect mutuel pour la prise de risque en descente. C'est-à-dire que même s'il y a un gars que j'aime pas, j'ai aucun problème à lui taper dans la main parce qu'on va au charbon, en fait. Et il y a un respect pour la prise de risque qui dépasse, en fait, le résultat au départ. Et de deux, pour le travail fourni, parce que pour être là où on est, c'est énormément de sacrifices, c'est énormément d'abnégation, c'est énormément de moments difficiles. Donc il y a un respect pour ce parcours-là aussi. Et puis après, le but, c'est de créer une essor pour aller gagner, pour se tirer vers le haut, pas juste pour être bien dans la vie de tous les jours. Ouais. On dit toujours, dans tous les sports d'ailleurs, c'est vrai dans le tennis notamment, mais je pense que c'est vrai dans le ski aussi, le top 10 mondial, c'est beaucoup plus dur d'y arriver que entre 50 et 20, quoi. Bah, c'est très drôle parce que du coup, j'ai eu la chance très tôt dans ma carrière d'avoir une carrière assez linéaire jusqu'à mon plus grave accident. Ouais. C'est vrai que tu as une progression constante en fait. J'avais une progression constante, j'avais une progression très rapide au niveau statistique. Pour un gars qui voulait pas faire du ski, franchement. Je me permets une petite remarque. Exactement. Et en fait, tu arrives en Coupe du Monde, tu mets tes premiers points en Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Ouais. Après, tu te dis, maintenant, je voudrais rentrer dans le top 30. Tu rentres dans le top 30. Après, tu rentres dans les 20, tu rentres dans les 20, tu rentres dans les 15, tu fais tes premiers championnats du monde, tu rentres dans les 10, tu rentres dans les 10, tu fais ton premier podium en Coupe du Monde. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que l'effort et la différence entre, par exemple, la 25e et la 15e place, il y a moins d'écart que de 5 à 3. Et je l'ai aussi vécu, et c'était un peu inattendu. Malheureusement, je ne suis pas arrivé peut-être de la complètement, ou pour anticiper, ou pour la gestion un petit peu de toutes ces émotions. Mais c'est que quand tu es 10 centièmes derrière, et que du coup, au lieu d'être 19e, tu es 23e. Oh, t'as raté le top 20. C'est chiant pour les points, pour le classement, pour... Voilà, c'est dommage. Pour le dossard la prochaine exactement. fois. Mais quand tu rates le podium pour 10 centièmes, émotionnellement, il n'y a rien à voir. Il n'y a absolument rien à voir. Alors que c'est exactement la même chose. C'est 10 centièmes. Oui, mais j'imagine, parce que ça, je ne peux pas savoir, mais j'imagine qu'être à 10 centièmes du top mondial, c'est autre chose qu'être à 10 centièmes des qualifiés de la Manche, quoi. Pourquoi ? Tu vois. Parce que je me dirais, je lisais un truc qu'Odermatt a dit après, là il fait 5e, je crois que c'est à Val Gardena, je ne sais plus. Il fait 5e et il dit, c'est la première fois depuis 5 ans que je ne suis pas dans les 3 premiers. En Super G, exactement. En Super G. Et il dit, vous pourriez me dire que c'est pas bien, et moi je vous dis que quand même, c'est une drôle de perf. Et là, je me suis dit, venant d'un gars comme ça, alors... Odermatt, à un moment donné, tu te demandes s'il va perdre. Bon, là, la preuve, il gagne pas. Hein. Mais il te donne toujours cette impression d'être imbattable. Et là, en disant cette phrase, c'est un peu la question que je voulais te poser, c'est vous avez quand même conscience que ce que vous faites, c'est extraordinaire ?
C'est mon papa qui a tendance à me le dire, à me le rappeler, parce que nous, on Ouais. est extrêmement drivé par la victoire. On est drivé par être meilleur, on est drivé par s'améliorer, on est drivé par le classement, on est drivé par les résultats, Ouais. on est sans cesse à regarder devant. On est 15e, je veux être 10e. On est 10e, je veux être 5e. Et, et en fait, moi, la plus grosse prise de recul que j'ai pris dans ma carrière, c'est finalement lors de mon plus grave accident. Ben, d'un coup, en fait, je me suis retrouvé parce qu'en début de saison, je fais parmi mes meilleurs résultats. Je fais 5e à Lake Louise, je fais top 15 en descente. Et 1 mois et demi après, je me retrouve à l'hôpital, minerve, le genou sur le côté, à réapprendre à marcher. Les images de l'accident, elles sont dures, hein, d'ailleurs. Et en fait, d'un coup, je regarde Kitzbühel à la télé et je me suis dit, mais en fait, là, aujourd'hui, j'aurais bien fait que dans les 30 meilleurs mondiaux. Oui, pour y être. Non, mais juste, plutôt que d'être dans mon lit d'hôpital, Mm. j'aurais bien fait, en fait. Ouais, j'aurais bien râlé pour être 30e, tu vois. et en fait, après, ça, il faut le garder. Faut juste trouver, pour moi, un équilibre entre, bien sûr, cette détermination, cette volonté de gagner, cette audace, même un peu cette arrogance. Il y en a besoin aussi d'y croire, d'aller chercher intérieurement. Je parle pas extérieurement, je parle intérieurement. Et savoir aussi que la vie, ce n'est pas que ça. Savoir que quand on râle parce qu'on est 20 et qu'on voulait être dans les 15, il y en a des millions au final derrière, parce qu'ils ne sont pas tous au départ, mais il y en a des milliers qui voudraient être à notre place, et que ça reste l'élite, ça reste l'excellence. Et il faut simplement, je pense, trouver chacun son équilibre entre ces deux choses-là. Est-ce que, justement, je t'écoutais et je me disais, ça doit être terrible mentalement. Alors, je ne sais pas si vous êtes encadré, si vous avez des coachs mentaux, si vous avez des préparateurs mentaux, mais ça doit être terrible au jour le jour avec vous parce que, en fait, vous n'êtes jamais content, quoi. Ouais, j'en discutais avec un de mes entraîneurs et j'ai trouvé que son discours était génial. C'était pendant mon retour de blessure, donc sur mon 2e jour de ski. Donc c'était juste une journée exceptionnelle. Et on discute, on philosophe un petit peu autour du ski et il me dit, mais si tu y réfléchis, combien de fois tu as gagné ? Toutes confondues, même depuis que tu as 2 ans. Je dis, quand même, quand j'étais jeune, j'ai quand même gagné les compétitions départementales, les petites choses. Il me dit, ok, mais prends toutes les courses, tu as gagné combien de fois ? 10 fois, 20 fois, 30 fois, allez, peut-être même avec les courses les plus ridicules et les moins importantes. Il me dit, t'as pris combien de départs ? Des départs, il y en a eu des centaines et des centaines. Et en fait, il me dit, mais en fait, on passe notre temps à perdre. On passe notre temps à perdre. Parce qu'il y en a qu'un qui gagne. C'est comme en tennis. Le pire, c'est ces sports-là. Il est finaliste, il a quasiment tout gagné, mais à la fin, il finit sur une défaite. Donc, c'est la difficulté, mais moi, je pense que le plus beau, c'est qu'on a l'opportunité de jouer. En fait, d'être au départ, de s'élancer. Et ce que représente l'opportunité de tenter de gagner, déjà. C'est exceptionnel. Oui, c'est ça que je voulais te dire. C'est est-ce que tu te rends compte que tu as quelque chose en plus ? Parce que tout à l'heure, tu parlais d'audace, d'arrogance. Enfin, ça fait une somme. Moi, je dis toujours, le don ne suffit pas. Absolument pas. Voilà, le don ne suffit pas. On peut être tous doués. Chacun de nous est doué pour quelque chose dans la vie. Ça ne suffit jamais. Ça, c'est magnifique et je suis complètement d'accord. Voilà. Donc, comme le don ne suffit pas, est-ce que tu es conscient du fait que tu as encore plus que ça ? Parce que des types doués qui savent descendre, il y en a. Complètement. Des mecs qui sont à ton niveau, donc déjà qui ont pris autant de départs, qui ont fait autant de top 20, autant de top 15, autant de top 10, voilà, qui ont gagné comme toi. Il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Tu as complètement raison, mais c'est ce qui fait la beauté et aussi la difficulté finalement d'être sportif professionnel. C'est qu'on sait que c'est une élite. Ouais. Et je suis là aussi parce que j'ai accepté, même en étant là, de ne pas être complètement satisfait, en réalité. Ouais. Parce qu'en sport, c'est un peu peut-être comme dans l'entrepreneuriat, etc. Du moment où tu arrêtes d'avancer, tu recules tout de suite. Ouais. Tout de suite, parce que personne ne s'arrête. Personne ne s'arrête. Et dans le développement du matériel, pareil, et dans le travail physique, pareil. Et tu parlais de Marco Dermat, pour reprendre aussi. C'est aussi très compliqué de dominer autant et de continuer à dominer. Ouais. C'est un sentiment que je ne connais pas, mais en lisant des biographies, en m'intéressant de manière générale et un peu plus extérieure, ça doit être extrêmement difficile aussi. Parce que si... Ça doit être fatigant, parce qu'il domine. Ouais. Mais si, il se dit, c'est bon, je domine. Mais en une semaine, il domine plus. C'est ça.
C'est mon prof de golf qui me disait, quand mon élève arrive et qui me dit qu'avant-hier, il a fait un parcours et qu'il a bien joué, c'est mort déjà. Non, c'est vrai. Bah maintenant, nous, on apprend à gérer un petit peu ces choses-là, justement, à essayer de construire sur le positif, C'est ça. à garder. Voilà. Tu fais 5. Donc j'imagine que ce jour-là, au fond de toi, tu es quand même content. Même si tu dis, oui, ok, j'aurais pu faire top 3 ou j'aurais pu gagner Non, la course. ce jour-là, si on remet un petit peu dans le contexte, c'était exceptionnel. C'était purement exceptionnel. Je ressors de mois très compliqués. Puis t'as un dossard élevé en plus. Hein. Dossard élevé, je ressors de... Je sais plus quel dossard, mais t'es à 30 presque. 43. Et 43, ouais. Ah, tu vois, j'avais l'impression que t'étais loin. Ouais, loin. Et puis Parce je que pour ressors tout de ma avouer, saison la plus compliquée dans ma carrière. Moi, j'arrête de regarder parce que je dis, c'est bon, maintenant, c'est fini. On est passé aux 30, c'est bon. Je tombe sur un replay et j'entends le commentateur en anglais qui dit, en tout cas, c'est Bélé qui est rentré avec le dossard le plus élevé. Voilà. Et là, je suis repartie dans le replay pour le voir. Je me suis dit, c'est une bonne leçon. Tu ne dois pas arrêter de regarder avant. Quoi. C'est dans la logique des choses. Les leaders s'élancent entre 5 et 15. Il y a les 30 meilleurs mondiaux s'élancent dans les 30 premiers. On regarde les 30 premiers. Et puis après, on décroche un petit peu. Et après, tu reviens s'il y a eu des exploits. Ça se comprend relativement. Bah voilà, c'était un exploit. C'était un demi-exploit. Ouais, ok. Mais tu es content quand même, ou pas? Non, j'en ai été extrêmement content. Ça a été, comme je l'ai dit, je ressors de ma carrière, de ma saison la plus compliquée en carrière. Ça a été, pour moi, c'était une victoire. Cette 5e place, c'était une victoire. C'était personnel. C'est pas une victoire sur le papier, mais personnellement, il faut voir, et c'est ça qui est beau dans le sport, c'est quand on va un petit peu plus loin que juste la fiche de résultat, parce qu'on a tous des histoires différentes, on a tous des départs différents, et des positions, et des cursus, et des évolutions différentes. Aujourd'hui, cette 5e place était magnifique, et tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça représente, tout le positif, et ce soulagement, quand même, sur plusieurs aspects. Était très important. Comment tu restes dedans alors? Parce que quand on est aussi content, parce que de ce que j'entends de ta psychologie, tu n'es pas souvent content. Hein. Donc quand on est aussi content, comment on reste dedans? Alors, question très intéressante puisque ça faisait des mois que je construisais sur un peu de la déception, sur de la frustration liée à des performances qui n'étaient pas celles que je souhaitais. Et d'un coup, tu l'évoques de manière parfaite. Beaucoup de positifs, vagues d'émotions, même tous mes proches, tous les gens autour. Enfin, oui, tu as dû recevoir des messages. Incroyable. Bah oui, Johan Claret qui était comme un dingue. Voilà. Et tout d'un coup, tout change. Et c'est là où, prise de recul, et c'est là où c'est très important d'avoir un socle solide avec le staff de l'équipe de France, avec ses proches, etc. Pour garder la tête froide, et de deux, pour continuer le boulot. Parce que, comme on a dit, c'était une victoire personnelle, mais c'est pas une victoire sur le papier. C'est pas une fin. Et bien sûr, après, il y a les journalistes qui arrivent. Bon, bah alors, aujourd'hui, t'as dit que c'était une victoire. Non, doucement. Alors maintenant, la suite, t'as trouvé les solutions, c'est bon, c'est parti. Ouh, doucement. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, il me reste encore beaucoup de boulot. Ça, c'est simplement un énorme bol d'air, de soulagement et d'encouragement. Mais le boulot, il est encore à faire. J'imagine que le capital confiance, surtout dans une saison olympique, hein, puisque à la clé, il y a quand même, tu l'as dit, les places sont chères, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus quand même. Exactement. Donc il faut se qualifier pour Milan-Cortina. Complètement. J'imagine quand même que ce genre de perf, ça peut faire un petit déclic mental. On parlait tout à l'heure du travail mental. Est-ce que ça aide? Alors moi, pour parler spécifiquement de celle-là, ça a été un soulagement dans le sens de points, on l'a dit tout à l'heure, de place au classement, de dossard, et aussi de rentrer dans les critères qui avaient été donnés en début de saison pour faire partie de la sélection possible pour les Jeux Olympiques. Et à côté de ça, du côté plus personnel, du côté travail, mise en place et objectif, ça a plus été la confirmation d'une mise en place qui fonctionne. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, loin de là, puisque on n'a pas gagné, mais ça veut quand même dire qu'il y a des choses où on a trouvé des solutions aux problèmes qu'il y avait par le passé. Et donc on construit là-dessus, on garde le bon, et on le voit bien, à Livigno, ça en remet une couche. Ça ne va pas jusqu'au bout, il reste rien. Mais ça veut dire, ok, ça a reconfirmé qu'il y avait des bonnes choses. Bon, Livigno, en plus, c'est une phase que vous ne connaissez pas bien. Hein, parce que, on la connaissait pas. Moi, première fois de ma vie que je mettais les pieds à Livigno. Voilà. Je pense que j'allais te poser la question, est-ce que tu étais déjà allé à Livigno? Parce que moi, je n'avais jamais entendu parler. Donc, voilà. Donc, il y a aussi cette dimension-là, hein, quand on est sur un terrain qu'on ne connaît pas.
une piste qu'on n'a jamais faite. Et là, c'était magnifique parce que personne ne la connaissait. Ce qui arrive à des moments, c'est qu'il y a des C'est nouvelles. pour ça que les 4 intermédiaires qui font le game, c'est là aussi quand même. Et ça c'est doit pour être, ça qu'on les garde. J'y repense, je me remets dans la sensation, non pas dans le résultat. En Ouais. fait, les chronos intermédiaires, etc., c'est simplement un retour de l'action qu'on a. Donc ça confirme simplement le côté positif, le côté efficace, le côté performance. Mais moi, mon objectif, c'est de me rappeler des sensations, de la mise en place, de mon état d'esprit, de mon état physique. Ouais. Et le but, c'est de s'en inspirer, de construire là-dessus et de gagner en confiance, non pas parce que j'aurais pu ou parce que finalement j'avais des bons intermédiaires, mais parce que ces sensations-là sont les bonnes. Parce que cette concentration-là, elle est bonne. Ce réglage de matériel sur ces conditions spécifiques était bonne. Alors, tu disais, j'ai reçu plein de messages, etc. Donc, il y a beaucoup de gens. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent se rendent compte de ce qu'il faut à un skieur professionnel pour continuer sa carrière. On parlait de blessures, donc il y a du staff, mais il y a aussi des gens qui vous soutiennent parce que tout ça, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte de l'entourage. Est-ce que le fait, toi, de venir d'une région où il n'y a pas de ski, parce que t'es quand même, tu viens du bord de la mer, quoi. À 200%. Voilà. Donc, est-ce que le fait de venir d'un endroit où il n'y a pas de ski, ça a été un handicap ou est-ce que tu as trouvé autour de toi le soutien dont tu avais besoin? Alors sincèrement, bien sûr que dans un sens, c'est pas facile. En venant du sud, de Nice, la grosse différence, c'est qu'il y a des caps qu'on n'a pas le droit de rater. Ouais. On n'a pas la structure qu'ils peuvent avoir en Savoie ou en Haute-Savoie et nous accompagner jusqu'à 18, 20 ans. Si on rentre pas en équipe de France, nous, il y a des caps, rentrer en Pôle France, rentrer en équipe de France, que si on rate, en fait, il n'y a pas la structure pour nous accompagner. Plus longtemps. C'est à chaque fois, c'est stop and go, quoi. Exactement. Par contre, ouais. et je dois vraiment le mettre en avant, c'est que quand on est accompagné, on est vraiment accompagné. Et sincèrement, on n'a pas la quantité d'athlètes que peuvent avoir les montagnards. On n'a pas vraiment vraiment ce paquet d'enfants qu'ils peuvent avoir. Par contre, sincèrement, la manière dont ils investissent sur nous, que ce soit en club, notre club, l'Interclub de Nice, ou notre comité Côte d'Azur, ou aujourd'hui comme sponsor, la ville de Nice, comment ils nous soutiennent en tant que sportifs, sincèrement, ça c'est une vraie chance. C'est une vraie chance, ce dynamisme sportif. Et l'Interclub de Nice, c'est le seul club citadin qui fait du sport de compétition sérieux. Parce qu'à base, mon club, c'est quand même un club qui a un minibus qui monte de Nice le mercredi après-midi, le samedi matin, et 3 pistes, et puis on rentre. C'est ça à base un club citadin. Ouais. Et aujourd'hui, ils avaient monté ma grande sœur Margot Hollet, Nastasia Noins, moi, Karen Smadja-Clément aujourd'hui. Ouais. Enfin, pour un petit club citadin, avoir mis autant d'athlètes en Coupe du Monde, et il y en a eu par le passé encore avant, c'est génial. Oui, alors c'est bien, mais ce que je me dis, c'est que forcément, c'est une alliance. C'est un club citadin qui a une envie, et c'est des athlètes qui, à un moment donné, il y a un défi qui relève aussi, parce que tu te retrouves... là, je disais pour un gars qui vient... Alors toi, tu cumulais, non seulement tu venais du bord de la mer, mais en plus, tu n'avais pas envie de skier. Donc, ça fait beaucoup quand même. Ouais, j'étais passionné par un autre sport, en réalité, et ça fait que j'avais refusé d'aller en ski-études aussi en 6e. Et le ski n'était pas, pour moi, vocation naturelle dès l'enfance. Mais finalement, ça me réussit pas mal. Mais pour revenir simplement sur les facteurs que demande de réussir en ski, et en essayant de répondre très rapidement, tu l'as dit, c'est le club, c'est les athlètes, mais c'est aussi les institutions, il y a aussi les politiques, puis après il y a aussi toutes les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ces gens-là qui soutiennent ou les clubs, ou des associations, ou aujourd'hui, je peux en parler, puisque en tant que sportif professionnel, j'ai besoin de sponsors. On ne fait pas du foot, je fais pas du basket, je fais pas de... Et aujourd'hui, t'as pas un marketing de team. Ah non. Et j'ai pas l'argent pour tout déléguer non plus. Donc j'ai une espèce de double casquette. Donc sportif professionnel où mon but c'est de fracasser des courses. Moi j'y travaille, c'est pas encore le cas. Et malheureusement ce deuxième boulot un peu inconfortable qui est d'essayer de se vendre, de se mettre en avant, mais tout en restant soi-même, pour essayer d'intéresser des gens, et parce que j'en ai besoin pour vivre et en même temps investir dans ma carrière. Et alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter quand j'écoute tout ça? Je me dis ça fait beaucoup de choses pour Mathieu le matin quand il se lève
avant d'être dans le portillon, il y a pas mal de trucs. Hein. Il y a le réglage du matériel, il y a la santé mentale, il y a la santé physique, il y a l'adrénaline, la volonté, l'engagement, etc. Et puis, il y a Les le côté... problèmes personnels aussi, parce qu'on en a tous, hein, on est tous humains quand même. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que bon, on te souhaite Milan Cortina, ça c'est sûr. Complètement. Mais à part ça, parce que est-ce qu'il y a quelque chose, si là j'avais une baguette de magique et que qu'est-ce que tu me demanderais? Très bonne question, parce que je suis très heureux dans ma vie. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai recentré énormément, j'ai un entourage magnifique, j'ai de la chance, ma famille est en bonne santé. Je suis en bonne santé également, j'ai de l'argent pour vivre, pour investir dans ma carrière. J'ai un entourage professionnel qui est juste exceptionnel. On a un groupe, sincèrement, qui est aujourd'hui en train de reprendre des couleurs et de mieux en mieux. Aujourd'hui, vraiment, intimement parlant et profondément, j'ai envie de me réaliser et de montrer de quoi je suis capable, mais pas forcément à l'extérieur. Et j'ai envie de me le prouver à moi-même. Et aujourd'hui, ce qui me manque, c'est une victoire. Une victoire. Et ben voilà, personne ne me voit, mais je croise les doigts. En tout cas, à Monaco, on te regardera. C'était sympa d'ailleurs de vous avoir quelques jours en stage à Monaco. Ça change. Puis, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire les skieurs de vitesse à Monaco? Eh ben, ils viennent peut-être s'oxygéner différemment, non? C'était exactement le but. Et après, moi, ce que j'ai un petit peu dit à mon staff pour rigoler, c'est qu'ils viennent s'oxygéner ici, mais en fait, ils viennent s'oxygéner chez moi. Je suis pas de Monaco, mais je suis de Nice, c'est juste à côté. Donc finalement, moi, à chaque fois que je rentre chez moi, je m'oxygène. Et donc, je comprends qu'ils viennent ici, puisque moi, c'est pas pour rien que je reviens ici et que je suis pas déménagé en Savoie ou en Haute-Savoie, quoi que ce soit. C'est parce que cette dimension de chez moi, de ce que je peux appeler ma maison, c'est cet air marin, c'est ce beau temps en hiver. Bah ouais. Et puis c'est, tu l'as dit, tous les gens qui t'entourent et qui te voient progresser depuis toujours. Complètement. Le mot de la fin, ça pourrait être quoi? Alors on a dit victoire. Le mot de la fin de Mathieu Bellé aujourd'hui, c'est quoi qui te drive dans une journée? C'est quoi qui te reviendrait le plus? Parce que moi qui te regarde skier, je dirais détermination. Et toi, tu dirais quoi? Adrénaline. Okay. Eh ben merci Mathieu, merci d'avoir pris un petit moment pour nous. C'était très sympa. C'était avec grand plaisir. Merci à toi pour ta bienveillance. C'était vraiment un très beau moment. Merci, à bientôt. À bientôt. L'adrénaline chez lui, c'est une histoire de famille. Skieur alpin de l'équipe de France, il évolue en descente et en super G, des disciplines où la pression se joue à chaque virage. Nils Alphand, aussi de passage à Monaco, nous a rejoints. J'ai lu quelque part où tu disais, pour moi, le ski, c'est devenu plus qu'un truc de famille. Est-ce que tu arrives à en faire un métier? Je pense que oui, parce que ça nous prend tout notre temps. Mais après, comme j'ai dit, nous, ça reste quand même une passion à la base. Et je pense que c'est pour ça qu'on a continué aussi longtemps. C'est que on a été mis dedans très jeune, on s'est entraîné, on a commencé les courses tout petit. Et si on est resté là-dedans, c'est juste parce que ça nous plaît à la base. C'est pour ça qu'on a continué aussi longtemps, ouais. Tu démarres où? Tu démarres en Suède ou tu démarres en France? C'est en où France, que tu commences à mettre Serre-Chevalier. À Serre-Chevalier? Ouais, on a grandi là-bas et on a commencé au club sur les pistes là-bas et au club après très jeune, ouais. Ouais. Et tout de suite, tu te dis, c'est un truc que j'aime faire. Est-ce que tu vas vite tout de suite? Oui, enfin jeune, on était plutôt pas mauvais. Je veux dire, sur les courses régionales, on faisait souvent des podiums, on gagnait les courses, que ce soit mon frère, ma sœur ou moi. Et du coup, je pense que voilà, on a juste, parce que ça nous plaisait, parce qu'on marchait bien, voilà, on a monté les échelons au fur et à mesure. Et voilà, on en a fait notre métier au final. Tu montes les échelons. Là, tu te rappelles de ta première victoire ou pas? Non. C'est vrai? Tu te souviens pas? Non, mais je sais même pas. Après, je crois qu'on a une dizaine d'années, donc les premières courses, on s'en souvient pas trop. Non. Et ton premier podium professionnel, tu te souviens? Ce qu'on appelle professionnel, je sais pas vraiment à quel niveau ça débute. Je pense quand on attaque les FIS. Ouais, c'est le premier gros résultat que j'ai eu, on va dire, c'est les championnats du monde junior. J'ai gagné le Super G en 2017. Et je pense que voilà, à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on peut être pas mauvais et qu'on a envie de continuer là-dedans. Ouais. Et comment ça se passe avec ton père, par exemple? À quel moment est-ce que ça sert d'avoir un père qui a fait cette carrière de haut niveau pour prendre la décision de suivre ses traces ou pour prendre la décision de faire ta propre carrière? Est-ce qu'il y a un moment
Ou il y a une discussion qui se crée autour de ça? Une discussion, oui, mais pour continuer une carrière, non. Ça, c'est des choix qu'on fait tout seul. Mais lui, il nous a toujours poussé à ce qu'on fasse ce qu'on a envie de faire, en fait. Il nous a jamais forcé la main pour qu'on fasse du ski. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on est resté dans ce milieu parce qu'on aimait ça. Et en fait, ce qui sert, c'est que lui, il a connu, il sait ce que c'est le haut niveau, il sait ce que c'est le ski alpin. Donc voilà, quand on a des moments de doute, on peut discuter avec lui et peut-être se rattacher un peu à ça, oui. Mais après, il nous a jamais forcé à continuer ou jamais forcé à faire du ski, en fait. Il s'est transformé en entraîneur avec toi ou pas? Pas du tout. Parce que ça, on dit toujours que c'est difficile quand on a son papa ou sa maman qui nous entraîne. Oui, pour nous, ça n'a pas été le cas du tout. Il venait quelques fois à l'entraînement, mais c'était jamais pour nous coacher. Il a toujours fait confiance aux entraîneurs qu'on avait au club à Serre-Chevalier quand on était jeune. Et après, quand on est parti au lycée, que ce soit au comité ou même maintenant à la Fédé, il laisse faire le travail au coach et lui, il regarde ça de l'extérieur. C'est un atout aussi d'avoir un père qui est de la partie mais qui ne s'est pas impliqué, ou tu aurais préféré qu'il s'implique plus? Non, je pense que c'est très bien comme ça parce il nous laisse faire notre bout de chemin, il nous laisse faire notre carrière. Et puis après, comme j'ai dit, si on a des doutes, là, on peut discuter, mais il reste quand même plutôt ça d'un œil très extérieur, ouais. Alors, ta sœur, elle court pour la Suède. Ça veut dire que vous avez été élevés avec les deux cultures ou plus français? On est très français quand même. C'est vrai? Ouais. Ma mère est suédoise, on parle un petit peu le suédois. Vous parlez suédois ou pas? Un petit peu, oui. Parce que ta sœur, quand elle est avec l'équipe de Suède, pour comprendre, il faut qu'elle parle un peu quand même. Oui, mais ça fait un moment qu'elle y est maintenant et elle parle très très bien suédois. Nous, on est allés souvent jeunes en fait l'été en vacances. Donc voilà, avec mes grands-parents et la famille, du coup, on parlait un peu plus le suédois à ce moment-là. Et maintenant, c'est vrai que depuis qu'on a attaqué le lycée d'été, en fait, on n'avait plus le temps de partir. Et voilà, on est plus resté en France, mais on a toujours été élevés très français, j'ai envie de dire. Très français? Ouais. Ça veut dire qu'il y a pas une partie de toi qui est un peu suédoise? Non. Pas forcément, si, mais je me sens plus français quand même. Ouais. Ouais. Donc c'était pas un choix pour toi. Tu as couru pour la France. Enfin, tu as couru sous bannière française parce que pour toi c'était naturel. Bah oui, on a été au club en France, on a fait le lycée en France et on a continué dans le chemin là jusqu'à la Fédération française de ski, ouais. Alors la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que la vitesse, c'est un choix direct ou tu t'as quand même pensé à faire de la technique plus tôt ou... Parce que elle est en slalom, hein, ta sœur. Slalom géant, ouais. Slalom géant, ouais. Ouais. C'est quand même de la technique. Ouais, c'est ça, ouais. Donc est-ce que toi t'as hésité ou... J'ai toujours voulu faire de la vitesse, moi, depuis que je suis tout petit. Mais après, quand on commence les FIS, on fait beaucoup plus de slalom et de géant au début. Et après, c'est en fonction de nos qualités. Si on est meilleur en géant, on serait resté dans le géant. Et si on voit qu'on est meilleur dans le super G et la vitesse, c'est à ce moment-là qu'on choisit. Mais c'est à peu près... donner une fourchette d'âge, c'est compliqué. Mais autour d'une vingtaine d'années, on se spécialise à peu près. Ouais. Et toi, la vitesse, c'était quand même ton choix de départ? Quand j'étais tout petit, oui, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire Kitzbühel et j'ai toujours voulu faire les grandes classiques. Donc, c'était plutôt naturel pour moi de me pencher dans la vitesse. Ouais. Val Gardena aussi, j'imagine, du coup. Oui, Val Gardena, du coup, aussi, ouais. Qu'est-ce qu'on ressent parce qu'à Val Gardena, quand tu fais ta première 4e place, tu as un dossard élevé quand même, il me semble. Hein, ouais, je pars 47 le premier jour. Hein, ouais. Je rentre 5e, ouais. C'est quand même énorme. Oui, j'étais très agréablement surpris. C'est vrai que... Dans la course, tu as la sensation que tu vas vite? Enfin, que tu vas vite, oui, toujours, mais que tu vas aussi vite? En fait, quand on skie, c'est très difficile parce qu'il y a des moments où on se sent pas bien du tout et on va vite. Il y a des moments où on se sent plutôt bien et c'est un peu l'inverse. Mais là, je sentais que j'avais fait plutôt une bonne manche de haut jusqu'en bas. J'ai pas fait d'erreur. Et c'est vrai que de voir le temps à l'arrivée, j'étais un peu, pas surpris, mais soulagé parce que je sais que je pouvais skier vite. Et ce que j'ai souvent prouvé à l'entraînement ou même sur des secteurs en course, c'est d'arriver à faire une manche pleine jusqu'en bas. Voilà. C'est Nils Allegri qui est 4 et toi qui es 5. Nils, il a fait 4e, et moi 5 le premier jour. Et le lendemain, ou la course suivante, tu fais 4. La deuxième descente, je fais 4e, ouais. Et là, tu t'es servi de ce que tu avais ressenti à la première parce que est-ce que le tracé, moi je me rends pas compte, est-ce que c'est le même tracé exactement la deuxième? La descente, oui, mais la première, c'est une descente plus courte en fait, c'est un départ un peu rabaissé.
Et en fait, la deuxième, c'est la partie haute sur le plat. Et après, on rentre à peu près au bout de 30 secondes dans le même tracé qu'on a fait la première descente. Ça sert d'avoir fait... parce que, bon, ceux qui nous écoutent, ils savent peut-être pas, mais vous vous entraînez sur la piste avant. En descente, oui. En descente, c'est Seulement pas, en descente, ouais. voilà, c'est pas la première que tu fais sur cette piste. Mais est-ce que ça sert d'avoir fait une course la veille sur la même piste ? Ou pas ? Parce que j'ai eu l'impression qu'il y en avait d'autres qui, en revanche, avaient fait mieux à la première qu'à la deuxième. Après, ça reste une course de ski. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai qu'on fait le premier entraînement, souvent on essaye de prendre des repères. Le deuxième, on essaye peut-être d'essayer un petit peu d'autres choses. Et la première course, voilà, on essaye vraiment d'attaquer le plus possible d'en haut jusqu'en bas. Et c'est vrai que quand on attaque, il peut se passer, on peut avoir souvent des petites erreurs où il y a plein de petites choses qui peuvent arriver. Donc ouais, si on fait une très bonne manche la première course, c'est possible qu'on skie un peu moins bien la deuxième. Mais c'est pas forcément, ça sert dans le sens où on prend d'autres points de repère, et si on a attaqué à la course un peu plus ou rentrer un peu une ligne, on sait que ça peut passer. Mais c'est vrai que c'est difficile vraiment de copier-coller ce qu'on a fait les jours d'avant, quoi. Est-ce que mentalement, quand on a fait une perf, parce que quand même, la première descente de Val Gardena, c'est une perf, avec un dossard 47, rentrer dans le top 10, que ce soit 4, 5, 6, enfin, c'est une perf. Est-ce que mentalement, ça se gère, ça ? Ou est-ce que... Parce que quand on sait qu'on va rentrer à l'hôtel et qu'il y en a une autre le lendemain, est-ce qu'il y a une façon de digérer le truc ? Je pense un peu ça dépend un peu de tous les athlètes, mais je pense que quand on rentre ou quand on fait une bonne course, on essaie de prendre ce qu'on a fait de bien, et ce que j'ai dit, de refaire le maximum la même chose pour les jours d'après. C'est facile, ça, de refaire la même chose ? Non, c'est difficile. Parce que je pense qu'à 120, refaire exactement la même chose, ça doit être pas si simple quand même. C'est vrai qu'à haute vitesse, la moindre petite erreur, si on se fait un peu descendre dans une ligne, on est un petit peu genre 2 ou 3 mètres par rapport à là où on est passé les journées d'avant, ça peut changer pas mal de choses sur les enchaînements derrière. Donc après, comme je l'ai dit, quand on passe d'une course à l'autre comme ça sur une journée et une autre, on essaie vraiment de garder que le positif, mais c'est plus dans l'état d'esprit. On sait qu'en skiant et quand on se fait la manche dans la tête, on ne pourra pas passer exactement au même endroit ou exactement comme on a prévu. Donc après, on essaie de s'adapter au maximum. Ouais. Le truc que je me demandais, c'est est-ce que tu gardes le même réglage d'un jour sur l'autre ou est-ce que tu es obligé de le changer ? Parce que les conditions de la deuxième descente, c'était pas exactement les mêmes quand même, hein ? Pas tout à fait les mêmes, non, mais après on sait que s'il y a des choses qui ont très bien marché, par exemple sur la première, on va essayer de se servir de ce qu'on a mis, par exemple sous les skis ou les réglages, l'affûtage, tout ça, on va essayer de recopier le plus possible. Si on sait que les conditions sont à peu près similaires, on va prendre le même setup et les mêmes réglages. Ouais. Et à la reconnaissance de la deuxième, parce qu'il y a une reconnaissance quand même. Ouais. Est-ce que tu le sens si le revêtement il a beaucoup changé ou pas ? Oui, on le sent direct, oui. Ouais. Après, Parce que j'avais l'impression qu'à la deuxième, c'était moins glacé qu'à la première. Mais peut-être que je me suis... Parce que devant ma télé, c'est peut-être différent de toi, quand même. Ça avait un peu plus lustré, justement, mais qu'à partir de l'endroit où on avait déjà skié, en fait. Quand on fait des passages sur les journées d'avant, en général, on tasse un peu la neige. Et au fil des lissages et des passages, ça tasse un peu la neige. Et ça avait quand même bien durci le deuxième jour, ouais. Donc à partir du milieu les 3/4 de la piste sur le bas, c'était quand même assez dur, ouais. J'arrive mal à m'imaginer ce que ça représente sur une surface aussi dure et aussi illustrée, d'arriver à 120. Est-ce que ce qui prédomine pour toi, c'est quoi ? C'est plus l'adrénaline, plus la concentration ? C'est quoi qui te fait tenir sur les skis ? L'entraînement, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai ? Non, oui, non, mais après... C'est la répétition, en fait ? On attaque le ski en juin et on fait quand même beaucoup de journées de ski pour se sentir prêt. Mais après, ce qui est difficile avec la descente, c'est qu'on a beau s'entraîner, on n'a jamais des pistes comme à la Coupe du Monde. Donc dès qu'on arrive sur les premières courses en Coupe du Monde, faut vraiment se réveiller. On sent que c'est souvent le combat. Ouais. Et après, au fil de l'année, on s'habitue un peu, j'ai envie de dire, mais ça reste toujours très difficile. Mais c'est du conditionnement, quoi. C'est un petit peu du conditionnement, ouais. Ouais. Est-ce que la préparation mentale, c'est important ? Parce qu'il y en a pour qui c'est important, il y en a pour qui ça l'est moins. Est-ce que pour toi, mentalement, il y a des conditions ? La préparation mentale, comme dans tous les sports de haut niveau, oui, c'est très important. Après, je pense que c'est vraiment personnel à chacun. On sait qu'il y a des gens qui ont
besoin de plus s'extérioriser, de plus aller voir quelqu'un ou de parler. Il y en a qui sont plus centrés sur eux-mêmes et je pense que ça dépend vraiment des athlètes. Ouais. Ouais. Et toi, tu te considères comment? Ton équilibre à toi, il est dans la discussion ou il est plus dans la concentration? Je dirais plus sur la concentration. Ouais. C'est familial? Vous êtes tous comme ça dans la famille? Un petit peu, oui. C'est vrai? Ouais, je pense, ouais. Mon frère et moi, en tout cas. Après, je sais pas comment était mon père quand il courait, mais ma sœur, on la voit pas non plus souvent sur les courses, donc... Et ouais, ça aussi, c'est une particularité. Enfin, bon, en tennis, c'est un peu pareil. Hein. Le circuit dames et le circuit hommes, c'est quand même assez rare que ça coïncide. Hein. Oh non, pratiquement jamais, ouais, hein. Pratiquement jamais, ouais. De toute façon, on imagine que ce serait compliqué de faire skier 4 courses ou 4 manches sur une même piste dans un week-end. Hein. Bah oui, quand on voit déjà comme les semaines sont chargées juste quand nous on court, ouais. Oui, c'est difficile de faire de la place pour autre chose derrière. Ouais. Ouais. C'est une année olympique. Est-ce que la qualification pour Milan-Cortina, c'est un objectif Je sais que ma question, elle te semblera simple, mais... Forcément, j'ai envie de dire, quand on fait du sport de haut niveau, c'est pour faire les plus grandes compétitions. Donc depuis le début de la préparation, et même depuis longtemps, c'était un objectif déjà de pouvoir participer si on est qualifié. Et après, une fois qu'on est là-bas, de faire le maximum possible. Ouais. À Milan-Cortina, il y aura combien? Il y aura une seule descente. Hein, un super G, une descente, ouais. Ça fait 2 courses, en fait. Est-ce que ces 2 courses-là, elles peuvent donner une couleur à ta saison ou la Coupe du Monde, ça peut aussi... un classement à la Coupe du Monde, ça peut équilibrer. Si, par exemple, Cortina, c'est moins bien que ce que tu imaginais, ou si Cortina le mieux... Je te pose la question parce que j'ai écouté Clément Noël qui disait un titre olympique, c'est quand même un truc, quoi. Lui, il en a déjà un, mais oui, le titre olympique, c'est un petit peu le Graal. Je veux dire, c'est entre la Coupe du Monde et les JO, c'est sûr que c'est un petit peu... ça reste du ski, mais c'est quand même vraiment séparé. Après, de choisir entre les deux, je pense qu'un titre olympique, c'est vraiment quelque chose en termes de... Voilà, ça te projette dans une autre dimension, mais la Coupe du Monde, ça reste quand même très très important pour nous. Si je rate mes JO ou si je rate un peu la Coupe du Monde, en soi, l'objectif en soi, c'est de faire les meilleures courses possibles à toutes les courses, quoi. Voilà. Bah oui. Et justement, est-ce qu'on sent une différence? Parce que là, Milan-Cortina, c'est dans la saison, c'est-à-dire qu'il y aura des épreuves de Coupe du Monde après les Jeux Olympiques. Et est-ce qu'on sent une différence dans l'atmosphère quand on est dans les Jeux ou quand on est dans la Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a autre chose qui se passe? Est-ce que c'est pas la même façon de préparer? Si, j'imagine. Je pense que dans la préparation de la semaine, c'est la même chose, mais je pense que la pression est différente. Moi, j'ai jamais fait les Jeux Olympiques, donc je peux pas vraiment le savoir. Mais après, je pense que c'est un peu comme les mondiaux ou les grands rendez-vous et les courses d'un jour. Je pense que en termes de pression, c'est un petit peu différent, oui. C'est un peu différent? Je pense. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite, du coup? On te souhaite un globe, on te souhaite quoi? Le globe, je sais pas. Non, de faire les meilleurs résultats possibles à toutes les courses. Parce que la Coupe du Monde, quand même, bon, ok, la victoire, ça donne beaucoup de points, mais être régulier dans le classement, c'est efficace aussi, hein? Oui, je pense que on marque des gros points en étant régulier toute la saison, mais c'est sûr que des places sur un podium, en termes de points, c'est très, ça fait beaucoup, donc... L'objectif, c'est d'être régulier déjà. Et si on trouve cette régularité tout un hiver, après, on essayer de chercher les meilleures places à chaque course. Eh bien, écoute, on croise les doigts, du coup. Merci Nils, d'être venu quelques jours à Monaco, d'avoir... Comment tu as trouvé, d'ailleurs? C'était très bien. Ah! On a Jacques qui nous a beaucoup aidés, donc c'était sympa. Oui, c'était ta première fois à Monaco? Non, j'étais venu voir le Grand Prix, mais oui, ça fait longtemps. Mais c'est la première fois que je fais 3 jours ici. Bon. C'était très agréable. Tu reviendras? Je vais revenir. Eh bien, super. Merci Nils, merci beaucoup.